Welcome back from lunch. Could you all be seated as soon as possible so that we do not add to the time that we have already lost this morning? Thank you very much. I can see that some people are still coming. All right, so welcome back to this. We're now starting our parallel sessions for the afternoon. That will be followed by plenaries afterwards. And this first parallel session, at least this one, is on protecting. Cette première séance parallèle porte sur la protection des espaces civiques et de l'amélioration de la participation. Les deux autres séances parallèles cet après-midi portent sur l'autonomisation des jeunes et la démocratie numérique. Donc, c'est une petite séance parallèle. Le groupe est plus réduit que cet après-midi. Un des messages clés qui ressort de la confiance, l'étude sur la confiance, l'enquête sur la confiance, c'est que moins d'un tiers des personnes interrogées ont le sentiment qu'ils n'ont pas voix au chapitre dans la prise de décision. Et parmi ceux-ci, on trouve les jeunes, ceux qui ont des ressources financières plus limitées et les femmes. Ce sont les groupes qui se sentent les plus exclus. Alors, comment le gouvernement peut-il créer les conditions pour que la population ait voix au chapitre et ressente qu'elle a voix au chapitre? Et qu'est-ce qui peut être fait pour que ça se produise réellement? Alors, pour discuter de cette problématique, j'aimerais inviter Inverna McGovern, qui est directrice du Centre pour la démocratie et la technologie. Je voudrais l'inviter à modérer le panel et je voudrais demander à tous les panélistes de venir me rejoindre ici sur scène. Checking sound. There we go. Thank you very much. Delighted to welcome you all to this afternoon session on protect. Je suis heureuse de vous inviter, de vous accueillir à cette séance de l'après-midi sur la protection de l'espace civique et l'amélioration de la participation et de la représentation. Comme beaucoup d'entre vous le verront, nous sommes dans un moment particulièrement difficile pour les espaces de participation civile au niveau mondial. Nous avons vu un recul des principes démocratiques, un espace civique qui se rétrécit pour les défenseurs de la démocratie et les défenseurs des droits humains et des attaques contre l'état de droit. Alors, le paradoxe, c'est que nous avons également vu certains niveaux de participation et d'action civile extraordinaires. Si on pense en ligne, beaucoup en ligne, si on voit le mouvement MeToo, par exemple, il y a eu énormément de personnes qui se sont mobilisées, qui ont démontré la capacité de mobilisation des citoyens autour de problèmes qui les préoccupent. Nous avons eu ce sentiment croissant d'éloignement par rapport aux structures traditionnelles des partis pour aller vers la démocratie directe. Et c'est la raison pour laquelle cette discussion tombe à point nommé. Moi, je suis responsable du Centre pour la démocratie et la technologie. Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association sans but lucratif qui travaille sur la démocratie et les droits humains à l'ère numérique. Alors, nous allons utiliser le privilège de modérateur pour vous expliquer comment nous utilisons la technologie pour stimuler la participation. Nous le faisons en pleine conscience. La technologie n'est pas neutre. Nous voyons les discriminations perpétrées en ligne. Nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes sur la démocratie en ligne et la participation aux espaces civiques qui doivent être prises en considération. Je vais vous présenter les orateurs dans un instant. Je vais vous dire le mot démocratie lorsque vous aurez dépassé votre temps de parole. Je voudrais présenter notre panel avant de vous donner la parole pour vos questions.
Nous avons avec nous M. Mario Campolargo, secrétaire d'État pour la numérisation et la modernisation administrative au Portugal. Nous avons M. Martin Abregu, qui est le vice-président des programmes de la Fondation Ford. Il est avec nous en ligne. Nous avons Paul Maassen, qui fait partie du partenariat sur les gouvernements ouverts. Soutien pays. Nous avons M. Henrik Naar, qui est gestionnaire des affaires publiques de l'Union européenne pour l'organisation MAKE. Madame Elsa Pilchowski, la directrice de la gouvernance publique pour l'OCDE. Alors, pour démarrer notre premier panel aujourd'hui, c'est très important de réfléchir aux tendances principales et aux bonnes pratiques que nous voyons dans ces domaines de l'espace civique et de l'amélioration de la participation d'une manière qui ait du sens. Alors, Monsieur le ministre Campolargo, qu'est-ce que vous voyez au Portugal et quelles sont les pratiques et les tendances que vous voudriez partager avec nous? Merci, Verna. Alors, le Portugal se sent assez bien dans ce domaine. Et c'est intéressant de voir que grâce à l'OCDE et cette initiative importante, nous avons eu la possibilité. Au Portugal, en fait, nous avons été le second pays qui a été scanné, qui a été examiné. Il peut y avoir des partis pris culturels. Et je pense que c'est très important d'avoir, de pouvoir examiner les réformes du service public d'un point de vue qui soit clairement centré sur une approche fondée sur les droits et qui mette vraiment les citoyens au centre de nos activités. Dans le cadre de cet exercice, avec l'OCDE, nous avons le sentiment que nous avons un espace civique assez bien protégé et que nous sommes de bons élèves. C'est très important pour le Portugal qui, bien sûr, souhaite préserver sa démocratie et les droits de tout un chacun. C'est très important que nous arrivions à protéger les institutions au niveau juridique, mais aussi au niveau des politiques que nous mettons en œuvre chaque jour. Si vous regardez les choses du point de vue de la prestation des services, nous avons ce point de vue numérique qui est centré sur l'utilisateur. Nous avons développé dans notre agence un laboratoire qui apporte une approche multidisciplinaire pour essayer de comprendre la perspective, le point de vue de l'utilisateur plutôt que le point de vue des institutions. Et nous avons aussi le Lab X qui est très important dans le sens où il met au centre les utilisateurs. Alors, le Portugal est également fortement impliqué dans cette approche multi-parties prenantes et au niveau des contraintes juridiques, nous avons des mesures importantes comme par exemple la stratégie nationale pour l'égalité et contre la discrimination ou qui se concentre sur d'autres aspects fondamentaux plus spécifiques comme par exemple l'intégration de la communauté rome. Il y a un aspect qui est particulièrement important, c'est le point de vue numérique. Pour avoir la société de notre côté, nous devons travailler avec la société sur l'alphabétisation numérique. C'est fondamental pour permettre cette participation numérique qui est indispensable aujourd'hui dans nos municipalités. Aujourd'hui, il est clair que les présidents, les maires vont discuter avec les gens. Il est clair qu'au niveau des gouvernements, nous avons aussi cette approche. C'est important que nous puissions. C'est très important que nous puissions assurer les flux d'informations et donc tout le monde doit être muni des outils de l'alphabétisation numérique. Nous avons des consultations publiques. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler. Mais juste quelques semaines maintenant avant d'approuver une résolution importante pour diminuer le coût
les coûts environnementaux, les gens souhaitent contribuer à la restauration et à la protection de l'environnement. Nous avons organisé une consultation à grande échelle pendant 2 mois et nous avons vu un engagement très important, pas seulement des associations, pas seulement des personnes qui participent à cet environnement, mais de la part de toutes les personnes qui souhaitent apporter une contribution. Alors pour ce faire, nous devons bien sûr affiner des politiques comme la disponibilité des données, la protection de la vie privée des citoyens. Mais tout ça, c'est inséré dans un contexte où nous pensons que nous adoptons les mesures appropriées et nous sommes toujours prêts à en faire davantage. Merci, vous avez parfaitement respecté votre temps de parole. Donc j'ai entendu 2 points importants, une approche basée sur les droits, et c'est un plaisir d'entendre ça au niveau ministériel, et aussi ce que vous avez dit par rapport à l'intégration des populations roms. En utilisant ces outils numériques, il faut qu'on soit particulièrement attentif à ne pas élargir la brèche numérique. Alors, vous travaillez au niveau mondial. Je voudrais savoir quelles sont les tendances que vous avez pu observer en matière de mesures positives à ce niveau-là. Tout d'abord, je voudrais remercier l'OCDE parce que le travail que l'OCDE fait avec l'enquête sur la confiance, je pense que c'est très important parce que ça donne un point d'accroche au niveau national au moment d'aborder et de tenter de résoudre ces problèmes très compliqués. En ce qui concerne la participation publique et les espaces civiques, je pense que nous devons être prudents. Si on regarde ce qui se passe, on voit que la participation publique est positive, elle augmente, elle est en croissance, mais ça se produit sur la toile de fond d'un espace public menacé, de droits menacés. Et nous n'avons guère pu infléchir cette tendance. Donc j'ai promis que j'allais être positive, donc je vais changer d'approche. Alors, après 10 ans de travail, nous pouvons dire que si de Open Government Partnership, que si on travaille avec la société civile en étroite collaboration, on a des réformes mieux conçues, plus ambitieuses, qui donnent de meilleurs résultats. Nos données, après 10 ans, résultant de plus de 4000 engagements, le disent clairement. Et je pense que c'est une tendance très importante pour ceux qui en doutent encore. La participation, c'est juste quelque chose qui s'ajoute, qui apporte du travail supplémentaire. Au Nigeria, par exemple, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a 2 ans, il y a eu les émeutes contre la police à cause de la violence de la police. La société civile et le gouvernement ont utilisé la plateforme de l'Open Government Partnership pour voir comment on pouvait délimiter la violence policière et renforcer la police en même temps. Alors, il y avait suffisamment de confiance pour aborder un sujet aussi difficile que la violence de la police. Ensuite, je crois que le processus de Open Government Partnership au niveau national crée beaucoup d'opportunités dans des situations compliquées comme celle du Nigeria, mais aussi au niveau des décisions politiques quotidiennes. Quelquefois, on a besoin de l'expertise, de l'adhésion des parties prenantes, même si techniquement, ces parties prenantes ne doivent pas être impliquées. Donc, en Lettonie, il y a eu la loi sur les donneurs d'alerte. C'est une loi qui est très difficile à faire adopter dans tout pays. Elle était très bien designée, conçue avec la société civile pour obtenir l'adhésion de la société. Donc, c'est une tendance positive de participation qui, à la longue, paye. Ensuite, au début de l'Open Government Partnership, beaucoup des engagements portaient sur la transparence, la nécessité de davantage de transparence. Il faut toujours que les gouvernements communiquent davantage d'informations, soient plus transparents, mais la grande tendance, c'est que la participation, soit comme engagement indépendant, comme engagement intégré dans des pays où on souhaite travailler sur la réforme de la justice, etc. Aujourd'hui, il y a très souvent un élément de participation là. Pas seulement la création d'une opportunité de participer, mais
les gouvernements ont également l'opportunité, l'occasion d'écouter et se donnent les moyens d'écouter. Et donc, c'est là qu'on voit que la participation émerge dans des zones thématiques, dans des domaines thématiques spécifiques. Donc, il y a beaucoup d'innovations. Notamment en Finlande, qui utilise les résultats des recommandations de l'OCDE pour l'amélioration de la confiance en renforçant leur dialogue au niveau national. Leur approche est avec un sujet important, c'est de parler avec les citoyens, qu'il s'agisse du confinement, de la défense de la démocratie. Donc voilà, ça c'est une innovation très importante. Troisièmement, lié à cela, on voit des engagements qui passent de la participation à la compréhension des gouvernements qui comprennent. Donc, si vous permettez la participation, il faut aussi bien sûr réagir. Ça, c'est une tendance très claire aussi qui se dégage. Et le gouvernement se rend compte qu'il y a tellement de choses qui se passent avec les projets de financement qui ne savent pas comment appréhender tout cela et finalement se font assister des citoyens et en échange, donc les citoyens expliquent que le projet n'a pas été mis en œuvre comme promis, etc. Et donc le gouvernement s'engage à répondre et donc du coup ça veut dire que c'est une situation où on a des projets finalement de meilleure qualité, donc c'est une situation gagnant-gagnant. Alors, la participation au niveau local, la proximité entre gouvernement et citoyens, donc au niveau local, joue un rôle important pour instaurer la confiance, créer des opportunités de participation citoyenne et pour renforcer les droits en général. Merci. Il y a un message qui ressort très clairement de tout cela, puisqu'on a parlé de l'importance de la participation. Mais le fait de formaliser aussi la participation et des structures de participation, ça permet d'instaurer la confiance, de créer des relations. Et au niveau européen, effectivement, nous travaillons ensemble. Et quand on parlait des moyens technologiques, des services numériques, et tout cela peut jouer un rôle pour la protection des droits et la démocratie. Martine, à vous, en ligne. On parle beaucoup de la représentation et de la participation dans différents pays. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que c'est important pour les démocraties? Comment est-ce que le gouvernement et les sociétés civiles peuvent promouvoir cela et protéger cela? Merci de l'invitation. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas être là en personne avec vous. Mais voilà, j'espère qu'on m'entend bien malgré tout. Alors, il y a beaucoup de choses qui correspondent dans ce qui a déjà été dit. Et donc, je vais essayer peut-être d'aller un peu plus loin dans les questions soulevées. Quand on parle de démocratie, de recul de la démocratie, il ne fait aucun doute qu'il y a différents facteurs à cela. Et le fait que beaucoup de démocraties ne sont pas bien pratiquées par les dirigeants, mènent à une méfiance, à une perte de confiance. Alors, un des facteurs clés de ce manque de confiance, c'est la perception que nous avons des élus. On a l'impression que les élus ne réagissent pas aux préoccupations des personnes. Ils répondent à leurs intérêts personnels. Alors, on parle de corruption, de mauvais fonctionnement, mais dans une démocratie bien établie, malgré tout, les lobbies peuvent jouer un rôle trop important et avoir trop d'influence. Quand on voit le fait qu'il y a de plus en plus d'inégalités dans le monde, ou que ces inégalités se renforcent dans l'établissement de la démocratie aussi, eh bien, c'est peut-être bien le meilleur indicateur du fait que le gouvernement n'œuvre pas dans l'intérêt de la majorité de la population, mais plutôt dans l'intérêt de certains groupes précis. Alors, si on veut renverser cette tendance, nous devons intervenir à différents niveaux. Alors, tout d'abord, nous devons nous assurer que les élus
représente vraiment la société dans son ensemble et non pas une élite culturelle ou politique. Ça peut sembler évident ce que je dis. J'ai un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Mais le leaderat doit refléter la société. Il faut plus de femmes, de représentation des minorités, de groupes socio-économiques défavorisés. Bien sûr, c'est un système, on parle d'un système électoral, mais il s'agit également de questions plus complexes également pour l'élection de personnes tout à fait ordinaires. Alors, le deuxième point que je voudrais soulever, c'est que nous devons nous assurer qu'on renforce les moyens de participation pour la société civile, les mouvements sociaux. La protection de l'espace civique, c'est essentiel. C'est un outil clé pour garantir un accès plus équitable aux institutions. Un espace public limité signifie simplement que seuls acteurs puissants auront l'occasion d'influencer les décideurs politiques. Alors, on veut aborder la question de la richesse et des inégalités. Eh bien, il faut aborder la question des politiques économiques. Il faut donc un gouvernement plus représentatif parce que l'écart entre les riches et les pauvres devient vraiment aussi un problème, pas uniquement économique, mais politique. En ce qui concerne cette conversation sur l'instauration de la confiance, eh bien, on a parlé beaucoup de politique et de la politique, mais peut-être pas suffisamment de temps sur le fait que les attentes des citoyens ont changé depuis quelques années, en fait, et tout cela a refaçonné les sociétés. Et c'est la raison pour laquelle ce que fait l'OCDE en essayant d'identifier ces attentes est tout à fait essentiel. Ce n'est pas uniquement les technologies de l'information sur géopolitique qui ont changé ou qui changent. Les gens aujourd'hui, les demandes d'aujourd'hui sont différentes de ce qu'elles étaient auparavant et nous devons mieux couvrir ces attentes au XXIe siècle avec des gouvernements réactifs si on veut instaurer la confiance qui est l'objet de ce forum aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Effectivement, le fait d'avoir un représentant qui reflète la société dans son ensemble, c'est tout à fait essentiel, notamment quand on pense à la représentation des femmes au Parlement, sans parler de la représentation socio-économique des différents groupes qui constituent les populations. Hendrik, je vais en fait maintenant tourner vers vous. Effectivement, pour voir comment est-ce qu'on arrive à couvrir toutes les sections de la société. Je sais que vous avez développé un mécanisme de consultation publique par un outil numérique. Et quels sont les avantages de ces consultations publiques pour la société? Merci. Effectivement, j'allais m'exprimer concernant la confiance. Mais je vais en fait suivre dans le même ordre d'idée que Martin. Le grand avantage de cet outil, c'est de créer un lien entre l'administration publique, les citoyens et les politiques, même en dehors des élections. Parce qu'après ces cycles électoraux de 4 ou 5 ans, c'est une chose, mais il y a beaucoup de choses qui se passent entre-temps. Alors, si on veut créer de meilleurs liens, il y a deux choses importantes. C'est qu'il faut nourrir ce processus, l'alimenter avec de nouvelles idées, renforcer la participation, et ensuite l'appropriation de ce processus par de plus en plus de personnes dans ce processus à long terme. Et ceci qui est lié bien sûr à l'élément de confiance dont on a déjà parlé aujourd'hui. Alors, ce qui concerne le premier point, donc nourrir le processus, permettre à différentes idées, des idées plus colorées, de s'exprimer, d'être exprimées, et la nécessité d'avoir un panel diversifié qui participe à ce processus. Si il n'y a pas une diversité dans les groupes qui sont consultés, on ne pourra pas garantir qu'il y a vraiment une légitimité à ce qui est décidé.
Il faut donc s'ouvrir au plus grand, au public le plus large possible. Et c'est important de faire la différence entre la consultation d'organisations d'intérêt organisées et puis la consultation et de ces groupes et la consultation des personnes qui ne sont peut-être pas engagées dans un processus, mais qui ont quand même un enjeu, où il y a quand même un enjeu pour ces personnes et qui ont des contributions pertinentes à faire. Donc, nourrir le processus avec une diversité d'acteurs et deuxièmement, l'appropriation. Ça, c'est plus lié à la couverture qu'on peut garantir. Si on n'arrive pas à vraiment à porter à échelle le processus, on ne pourra pas vraiment favoriser un véritable débat public qui est absolument nécessaire pour que le public le plus large possible s'approprie le processus avec aussi des résultats qui permettent de rehausser le niveau de la confiance. Confiance dans le processus et dans les résultats. C'est parce que ce n'est pas du coup certains élus qui ont fait passer cette loi, mais ça a été donc discuté, exploré ensemble avec les citoyens, l'administration et les élus. Et ceci s'inscrit tout à fait dans ce qui a été dit auparavant concernant le processus lituanien et les lanceurs d'alerte. Avec donc des résultats d'un processus qui sont liés à cette grande consultation organisée dans un premier temps. Et donc, il faut permettre un processus diversifié et en même temps un processus qui inclut le plus grand public possible et qui permette à ce public au sens large d'exprimer ses idées. Voilà ce qu'on avait en tête au moment où on a lancé cette initiative. Merci, merci beaucoup. Le grand avantage, c'est que ces outils d'innovation permettent de couvrir le plus de personnes possible, d'inclure le plus de personnes possible dans le processus. Et vous avez parlé de la vie privée, de la sécurité, toutes ces questions-là qui sont parfois des sujets délicats à considérer. Alors, les politiques sont toujours intéressés par ce qu'on pense d'eux normalement en période électorale. Et c'est normal parce que ça leur sert de repère et de jalon. Mais que se passe-t-il entre ces moments électoraux? Qu'en est-il des promesses faites lors des campagnes? Comment est-ce que ça se traduit dans des actions concrètes? Et comment garder l'engagement des citoyens tout au long de ce processus? Alors, je vais revenir vers vous avec cette question, Elsa. Comment voyez-vous la participation des citoyens dans ces moments entre élections? Merci, Elena. Alors, revenons un moment en arrière. Quand on a ouvert la Democracy Agenda il y a 8 mois avec les pays de l'OCDE, l'idée sous-jacente était de prendre le pouls des démocraties bien établies ou des démocraties un petit peu plus folles. Et à l'époque, on savait déjà que la participation et la représentation était un des 3 piliers avec lesquels on a commencé. Après, on a eu 5 piliers, mais on a commencé par 3 piliers, dont celui-là. Alors, bien sûr, on a pris en considération les résultats de l'étude sur la confiance. Autant de pourcentage de personnes pensent qu'ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer. 4 personnes sur 10 pensent que le gouvernement pourrait plus organiser des débats publics. Et donc, ça a été plus de déterminants que prévu. Et en fait, comme cela a été dit, les demandes, les exigences des citoyens changent. Ce n'est pas que la démocratie réagit plus ou moins bien sur telle ou telle question. Si on compare les chiffres en termes de représentation et participation, on peut dire qu'il y a plus de représentation et participation en termes de chiffres absolus, mais les attentes des citoyens ont changé. Et pour un mieux, vraiment. C'est une question de maturité des démocraties. Alors, j'en reviens à votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cela? Bien sûr, nous avons les outils numériques, les plateformes en ligne,
des réseaux qui permettent vraiment une grande participation. Il y a plusieurs exemples concrets de cela. Par exemple, il y a une consultation sur l'avenir de l'Europe avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de participants. Ça, c'est un exemple très pertinent, un exemple de la Finlande sur la réforme d'une loi avec une participation citoyenne très active, avec un axe sur les jeunes et également sur les populations semi-autochtones. Pardon, la population Sami. Ensuite, il y a une consultation à Barcelone qui est appliquée dans d'autres pays également. Donc, arriver à un processus de délibération, eh bien, l'Irlande est peut-être un des plus beaux exemples d'assemblée citoyenne sur l'avortement, sur le vieillissement de la population, le changement climatique. La France aussi a donné un exemple sur la convention, avec la Convention citoyenne pour le climat. Des expériences également de participation aux fixations budgétaires. Le Portugal, notamment, est un bel exemple en la matière. Ça se passe également dans des villes à Paris, à Mexico. Donc, il y a beaucoup d'expériences de ce genre de consultation. Mais alors, la difficulté, tout le défi consiste à enraciner ce processus dans une démocratie représentative. Alors, ça va prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre 1 an ou 2. Ça va peut-être prendre une décennie, voire plus, pour arriver à trouver le bon équilibre. Et beaucoup de choses sont considérées comme des échecs, notamment de la part du pouvoir exécutif. Quoi qu'il en soit, c'est la tendance et il ne faut pas vouloir l'inverser. Et je crois qu'il faut aller dans le sens de la tendance. Donc, vous l'aurez peut-être entendu avec mon accent, je suis irlandaise. Et ce que vous dites me rappelle ce que Martin a dit en ligne, avec les assemblées citoyennes sur l'avortement, etc. En fait, la population avait déjà avancé. Mais le fait qu'il y avait moins de femmes au Parlement, eh bien, c'était pas connecté avec les politiques. Et c'est justement des succès de ces assemblées citoyennes que ça a débloqué cela, quand on s'est rendu compte que quand la société a commencé à s'exprimer autour des droits de la reproduction sexuelle. Bien. Alors, Paul, je reviens vers vous. On a vu beaucoup d'exemples de bonne participation, des tendances positives dans les pays de l'OCDE et ailleurs. Et en même temps, on sait qu'il y a des enjeux, des défis, des difficultés en Europe et au niveau mondial. Est-ce que vous pourriez parler de cela aussi dans les pays OGP? Quels sont les défis dans les pays OGP? En fait, les réponses à ce premier cycle de questions se sont consolidées, mais renforcer la démocratie avec toutes les innovations, toute cette idée de participation, d'engagement démocratique entre les processus électoraux. Comment donc enraciner, je crois que c'est ça le terme utilisé, enraciner une nouvelle forme de démocratie. Alors, les pays OGP, avec 77 membres, on pourrait dire que ce sont les gouvernements de ces pays qui mènent la barque, mais en fait, au cours de la dernière décennie, sur les 77, seuls 6 n'ont pas connu de déclin. 3 se sont améliorés, les autres ont décliné concernant les libertés civiques. Je crois que ça en dit long sur la tendance qu'on observe dans le monde. Dans le partenariat, il y a également 5 membres qui ne passent pas le contrôle de la valeur. C'est une mesure, en fait, qui permet de voir si la société civile peut pénétrer, intégrer la vie publique. Et donc ça, c'est un avertissement très grave, très sérieux. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est intéressant de voir que pour certains pays, c'est beaucoup plus difficile d'utiliser une plateforme volontaire comme la plateforme OGP pour s'engager, pour participer à un espace public. La participation, oui, mais créer un espace public, c'est autre chose.
c'est plus difficile que de le faire que dans le domaine de la lutte contre la corruption. Par exemple, il y a des raisons, des facteurs qui sont extérieurs, d'autres qui sont intérieurs, enfin externes ou internes. Alors pour les facteurs externes, je crois qu'il y a toujours un manque de volonté politique pour attaquer cela, pour vraiment s'approprier en disant, oui, si on parle de démocratie, eh bien on doit aussi parler de l'espace civique. Donc, faire l'expérience de la participation et aussi améliorer les libertés civiques pour permettre vraiment d'être présent dans cet espace civique. Et pour les populistes, pour les autocrates, pour eux, c'est du fast-food facile à digérer. Mais la démocratie, ça, c'est beaucoup plus complexe. Et il faut voir comment rendre notre offre plus sexy, plus attrayante. Et donc, on peut tirer des enseignements des populistes et des autocrates de ce qu'ils font dans la manière où ils parlent de certaines choses, en fait. Avec l'espace civique, ce qu'on peut voir au sein des pays EGP, de ce partenariat, des pays du partenariat ouvert de gouvernement, c'est voir comment les leaders politiques arrivent à traduire les principes de l'espace civique en quelque chose de pratique et qui permettent de comprendre pourquoi c'est important d'améliorer cet espace civique pour la société. Pourquoi est-ce qu'on veut une participation pour le débat sur la lutte contre la corruption? Pourquoi est-ce qu'il est important d'ouvrir, de créer des opportunités pour les citoyens pour qu'ils puissent réagir, répondre, participer au programme de lutte contre le changement climatique? Vous arrivez à changer votre langage, vos points d'entrée, vous attirerez plus de participation au sein du partenariat OGP. Alors, revenons à l'OCDE. Les recommandations, les recommandations sur la société civile sont des instruments importants parce que les gouvernements écoutent les recommandations de l'OCDE. Avec OGP, l'OGP, c'est une plateforme volontaire. Donc, c'est la différence. Donc, s'il y a une volonté, effectivement, pour avoir quelque chose de puissant. S'il n'y a pas de volonté, vous n'obtiendrez pas grand-chose. Alors que les recommandations de l'OCDE donnent quelque chose qui s'impose. Donc, l'OCDE a des recommandations quant à ce à quoi doit ressembler cet espace civique. C'est très important de traduire cela dans des actions concrètes. Et si on traduit cela dans un contexte OGP, on développe une nouvelle stratégie pour les années à venir. Et la démocratie au-delà des élections, c'est la participation publique. Ce n'est pas que le vote. Mais comment mieux autonomiser les personnes qui créent cet espace civique? Est-ce que c'est par des connaissances, des statistiques, des exemples? Comment inspirer mieux les dirigeants politiques pour qu'ils fassent de l'espace civique une priorité? Parce qu'ils peuvent se rendre compte du coup que ça, ce qui permet de renforcer la démocratie. Alors, je reviens à votre point. Et ça permet également, ça leur permettra peut-être d'être réélus. Merci. Martin, je reviens vers vous, vous qui êtes en ligne, manifestement, comme nous l'avons dit. Et comme on l'a expérimenté pendant plusieurs années en travaillant sur les droits humains et la démocratie. Donc, comment est-ce que les espaces civiques sont réduits par des lois de lutte contre le terrorisme, comment est-ce que différentes libertés sont attaquées, même l'espace en ligne, si on n'y prend pas garde, si on ne réglemente pas bien, ça peut vraiment mettre à mal l'état de droit. Et donc, en tant que financeur de programmes qui cherchent à protéger l'espace civique et renforcer l'environnement qui encourage la société civile à participer. Voilà, je vous demanderai de vous limiter à 4 minutes, s'il vous plaît. Okay, thank you for that. And, you know, I think let me answer this in a slightly different way. I think that the key question that all of us, you know, in these conversations are struggling with is, what do we need to do differently to re-legitimize democratic governance, and how do we ensure that it actually works for those historically marginalized, right? Within my
own area of work, I would say civil society must do its own reckoning about what went wrong and to what extent we may have inadvertently. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute l'interprétation en français? Est-ce que vous pourriez faire un petit signe vers la cabine, s'il vous plaît? Parce que les interprètes ne sont pas sûrs qu'on les entende. Pas sûr que le canal fonctionne bien. Est-ce que vous pourriez faire un petit signe vers la cabine pour nous confirmer que vous entendez bien? Derrière vous, à gauche. On very challenging issues and creating new social consensus around topics that could be very divisive. So I do think that there are good examples. You mentioned the example in your home country, Ireland. I can mention my own home country, Argentina, where, basically we had a very similar experience in terms of the feminist movement, bringing new voices into a conversation and moving the society at the right time. I think that there are other examples related to indigenous peoples that are also interesting in terms of how you can institutionalize participation in a way that really creates the space for participation and creates the space for the re-legitimation of participation in the way that we are discussing. But I do think that, these examples are not always the rule. And, there are many examples in which participation has also been tricky, right? Like, I will argue that the fight against corruption in some cases have actually had a very negative impact on democratic governance, paradoxically, right? So we need to be very mindful that we do not necessarily know, what is the path to get to where we need. But at the same time, there are interesting tools that we are testing, and we need to be open to continue doing that. But beyond civil society, I think that the international community must do a better job in generating positive incentives to strengthen democratic governance. And this is very much aligned with what has been said in this panel, and Paul was just talking about it. For many decades, we had in place an international human rights system that, with all its shortcomings, was actually very effective in protecting and promoting democratic governance, mostly around civil and political rights standards. But that system is no longer working as it used to be. And we have been making limited progress in renovating it. In this context, I will agree with Paul, the OECD and OECD member countries are critical actors in renewing the global community's commitment. Excusez-moi, est-ce que vous écoutez le français? Non. And promoting civic space and civic engagement that ensures that everyone can be part of the decision-making process in those areas that are directly affecting their lives is critically important these days. And, there are a few ways that, you can do that. I think that taking a different approach to representation and participation, as has been described, is a key one. And taking also a different, a collective approach by seeking to develop OECD's standards on civic space and democracy. The fact that many OECD countries are themselves facing unprecedented challenges in terms of democratic governments related to demographic changes, migration, polarization, online hate, harassment of excluding people, make inequality. I think that all this makes it more critical than ever that these countries focus on this and actually sets a stronger example along the lines that we need. I do want to wrap it up saying that the standing up for democracy today may look different than it used to, right? It may not be that right now, it may not be about naming and shaming, but about peer-to-peer accountability. I think that peer-to-peer accountability is central in a moment like this. Setting clear standards, as I mentioned, also very important, related to expectations or, around civic space, fair election, misinformation, privacy. And this is why, institutions like OECD have a critical role to play, and all of us can certainly work together, to ensure that we reimagine what the international community needs to do if we are going to make a difference in these extremely challenging moments. Thank you. Thank you. So a really interesting idea to moving from naming and shaming to
I guess, a bit of peer pressure and peer accountability. Elsa, on that note, when OECD governments are working together, what do you think they can do to encourage each other, or in practical terms, to protect civic space and an enabling environment? Well, thank you again for this important question. But let me go back to what was just said, because I think there were words that were very important in what was just said. First, the idea of re-legitimizing democratic governance. I think we're at that time of history. So that means, indeed, that the tools that we had to maintain and make sure that democracies were standing on their feet are probably not enough anymore, or they may be different. And one of the things that is important regarding civic space is that we all thought, we thought democracy was stable, at least in our advanced countries, in the same way we felt that civic space was protected, even if, civil society was always a reminder of the limitations that existed anyway. It's still a constant fight. But today, with the closing of the civic space, what I personally think is happening is that governments today should own the civic space issues. They should be the ones also taking that agenda forward, not only civil society anymore. It's not sufficient anymore. So one of the things that we are doing at the OECD, and I see my colleague there, Alessandro Bellantoni, who's leading that work, we will be publishing a first OECD report on the protection and promotion of civic space, which is called Strengthening Alignment also with the international standards and guidance. So of course, there are many, many reports on civic space being published by civil society, on which we draw quite significantly. But this is also a report that will have government data and that will be government-owned. So this is a first for us. It's a big advancement, and we're really happy with that. And we do document, like our civil society actors, crackdowns on peaceful assembly, harassment against journalists and media, restrictive laws governing civil society, limitations on media, freedom of expression, access to information, including in some OECD countries. So also, obviously, but this is a report that will look at 52 countries, with 33 of which are OECD members, and they aim at supporting raising standards, including in our countries, on facilitating freedom of expression, peaceful assembly, the right to protest, counter discrimination and exclusion, fostering a public interest information ecosystem. We talked a lot about this morning. Safeguard, obviously, and protect human rights defenders, journalists, whistleblowers, and other groups, and also create an environment in which CSOs can operate, flourish, and contribute to society, protect civic space domestically and in partner countries, and engage citizens in decision-making. A lot of our countries already have strategies to support their CSO sectors, about half of our countries. We hope to move to 100%, obviously. But this is how we aim to continue, is by getting the data, getting them owned by government, and so that governments can move ahead jointly. And let me also say that we are developing also our first index on open, participative, and representative government, I think it's called for now, that will look also at all of these issues, and we will probably be able to publish the results of this index in, I'm looking at my colleague there, but between 6 and 1 year, within 1 year. It's a big one. So peer pressure. Thank you, and I think that's a really important question that you raised about ownership as well, because that's only when the real, I guess, change and ownership will happen. Hendrik, so, we talked a lot about the different modalities for consulting the public, but then how are these aspirations or ideas, how can they be translated then into policy and into laws that will actually make the changes that people want to see? Yeah, I think here the big question is, of course, the so what, right? So once you have established your processes and your ways to engage people, the question is always what's coming afterwards. And I believe the big point here that is basically the baseline we have to take into consideration is transparency.
So transparency from the very beginning in the way that everyone knows who can be held accountable for what. So what is the duty, let's say, of the participants, who is going to follow up on this, who is in charge of, I can hold accountable as a citizen afterwards that something is happening with these results. And I think it corresponds very well with the listen and respond. So not only the listening part from the government side, but also the responding part, as well as timelines, right? So when can I expect that something will happen? Because we talk about consultation in our case, and here obviously we don't talk about direct democracy, right? So we don't talk about things will be implemented as they were put forward. Neither for participatory budgeting, what was said before, where you can take tangible decisions. We talk about widening the pool of ideas, about diversifying the ideas that are in the room, and opening exactly the civic space in which then we can be discussed. And if this is clearly said from the very beginning, this process, the accountability, then it is more of a natural transition that we come to the implementation phase, because everyone knows what is my job in this whole process. And if we step this right, and if we get everyone on the same page from the start, the implementation phase will come as less of a challenge rather than having it open from the very beginning. So yeah, being sufficiently transparent, having the citizens to know what is their role in it, the administrations as well as the policymakers, I think is the key part, as well as having a solid analysis, obviously, of the outcomes to make them tangible and to make them translatable into law, ultimately. Thank you. So now, coming back to the Minister, we've all said things that governments should be doing. We've outlined how difficult it is to do all of that. It'd be really interesting to hear from you, actually, in this area, actually having the power of being a minister, what are the challenges you see to some of these ideas that have been thrown out there, and how are you navigating them and succeeding in different ways, in your view, in Portugal? I think that this is the topics where the more you do, the more you need to do. So we feel in this crossroad. I also mentioned, for example, that Portugal was the first to start a budgetary participatory program nationwide. Donc le défi qui intervient ensuite, c'est comment mettre en œuvre, comment concrétiser ces attentes. Comment passer d'une dimension locale où le budget participatif a un impact direct sur la vie des personnes vers un niveau national et être responsable de la modernisation de l'administration publique. Moi, je me concentre beaucoup sur le côté de la numérisation. Alors, on fait référence à quelque chose qui est né dans une ville, qui a été beaucoup utilisé dans la consultation pour le futur de l'Europe. Mais le défi de la consultation au niveau local, au niveau national, au niveau européen, ces défis sont assez différents. Alors, nous avons des programmes. Si vous me dites, est-ce que nous sommes fiers d'avoir un programme qui invite les personnes de nos administrations publiques à proposer des idées et à nous aider à élaborer des solutions qui soient plus proches de la vie des villes, évidemment. Et c'est très puissant. Est-ce que c'est intéressant de donner au grand public toutes les informations relatives à nos investissements? Ces informations sont disponibles. Est-ce que c'est bien d'avoir cette possibilité d'impliquer tout le monde dans les consultations avant la définition, avant les vérifications légales? Oui, mais plus on travaille comme ça, plus on crée le besoin de s'engager avec d'autres personnes. Alors, comment est-ce qu'on amène à un pays cette participation culturelle? Et on a aussi créé une journée bien spécifique qui est la journée de la participation. Mais c'est juste un élément du changement des états d'esprit. Et si on regarde les résultats du rapport sur la confiance qui a été publié, on voit que la confiance est plus élevée au niveau des municipalités qu'au gouvernement. Et je dirais que c'est naturel parce qu'il y a
une proximité, mais dans le monde numérique, nous devons comprendre comment nous pouvons engager les gens de manière plus claire, de manière plus évidente, de les engager davantage, les motiver davantage. Au Portugal, nous avons un programme qui essaye depuis quelques années de simplifier la perception de l'administration publique par rapport aux citoyens. Et une des choses que nous avons notées, c'est qu'il y a 3 mots très importants. La proximité de l'administration publique, l'anticipation, la proximité par rapport aux citoyens, et l'anticipation et l'automatisation. Parce qu'il y a des citoyens qui ne connaissent pas leurs droits, parce que c'est inhérent à la brèche sociale, c'est inhérent à la brèche financière, à la brèche éducative. Et donc, le monde numérique nous donne cette possibilité. Est-ce que nous pouvons anticiper? Est-ce que nous pouvons comparer des informations qui viennent d'un secteur du gouvernement avec un autre secteur? Est-ce que tout le monde peut bénéficier automatiquement d'un soutien en particulier? C'est ça qu'il faut qu'on fasse, l'anticipation et l'automatisation, pour que tout le monde voit les avantages. Et il s'agit aussi d'identifier l'impact. Il faut pouvoir déterminer l'impact, particulièrement pour ceux qui sont du mauvais côté de la brèche que nous avons identifiée dans nos sociétés. Donc il faut pouvoir écouter, bien sûr, mais il faut aussi montrer l'impact de notre écoute et améliorer le cadre juridique, le cadre législatif. Et au final, l'objectif, c'est d'augmenter le bien-être de tous et toutes. Alors, nous sommes sous pression du temps. Je vais demander aux panélistes de nous dire quelles recommandations vous feriez. Paul, je vais commencer par vous. Moi, je suis optimiste. Je pense que la démocratie, au final, se vend mieux que l'autocratie. La démocratie apporte des choses aux gens, que ce soit des services qui sont très concrets ou des droits qui sont peut-être moins concrets. Je crois qu'au final, il s'agit d'arriver à mieux la vendre parce qu'au final, c'est vrai que c'est un produit qui est bien meilleur que l'autocratie. Alors d'autre part, il y a des dirigeants progressistes dans le monde qui font ça très bien, qui arrivent à communiquer ce qu'ils veulent faire. Alors, il y a des franges de la population qui sont extrêmement problématiques et c'est très difficile de les faire bouger, mais il y a du potentiel de changement, il faut se concentrer sur ce potentiel. Martin, les recommandations fondamentales. Le fait que nous ayons cette conversation signifie que nous sommes prêts aborder certaines des déficiences historiques avec lesquelles se débattent nos démocraties. Et je suis optimiste parce que nous avons ici l'opportunité de réaliser ces changements que nous attendons depuis un bon moment. Alors, le défi, c'est que dans un contexte comme celui-ci, si on n'agit pas, si on reste passif, les conséquences peuvent être vraiment très graves. Dans ce sens, je suis optimiste. Parce que nous sommes prêts à relever ces défis, mais nous disons toujours que nous sommes prêts, mais nous devons le faire. Merci. Moi, ce que j'en retire de cette séance, c'est que la participation entre les élections doit passer de statut d'exception à une situation par défaut, c'est à une généralisation, doit devenir générale. Elsa. Moi, je suis d'accord avec toutes les recommandations qui ont été faites par les autres orateurs. Mais je dirais que, outre celle-là, j'espère que très rapidement, protéger l'espace civique, c'est quelque chose que nous devons faire tous
tous les jours, que nous soyons des personnes, des organisations de la société civile, des gouvernements, des entreprises. Aujourd'hui, nous voyons deux fronts différents. Nous avons d'une part la volonté d'approfondir la participation. En même temps, nous voyons la fermeture de l'espace civique. Et mon espoir, c'est que nous puissions rassembler les deux et nous approprier toute l'histoire en tant que gouvernement ou en tant que CD. Et vous, en tant que ministre? Les citoyens sont le début et la fin du processus démocratique, ce qui implique beaucoup d'opportunités et de risques. Et nous sommes encore à temps pour réinventer un avenir qui va amener la démocratie numérique dans nos sociétés. Alors, d'une part, la participation civique, l'espace civique est dans l'intérêt des pays. Alors, c'est la qualité de ces relations, en proximité, en matière de formalisation qui est très importante. Plus de femmes. Nous voyons que les mobilisations féministes nous ont permis aussi d'avancer, nous ont permis d'aller au-delà des cadres établis. Et un point final, ce serait peut-être que comme toujours, un bon nombre des innovations technologiques nous donnent d'autres opportunités d'atteindre les communautés, mais nous devons vraiment faire attention à ne pas exacerber les divisions existantes dans la société et nous devons faire attention à gérer les risques de la protection des droits humains et de l'état de droit, les risques pour l'état de droit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'avoir respecté le temps imparti à cette séance. Nous avons une excellente discussion. Je suis très heureuse de pouvoir poursuivre ces débats. Merci beaucoup.